Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Félicien Kabuga comparaissait pour la première fois devant la Cour pénale internationale le 11 novembre. L'octogénaire rwandais est accusé par la justice internationale d'avoir joué un rôle dans les génocides de 1994, des allégations face auxquelles il plaide non coupable selon son avocat. Le budget consacré à l'agriculture connaîtra une hausse de plus de 12% au Sénégal pour l'exercice 2021. Mais malgré cette augmentation, ce budget reste bien inférieur à l'objectif défini dans la déclaration de Maputo sur l'agriculture et la sécurité alimentaire. Et le Burkina Faso a connu une hausse du taux de scolarisation au primaire de 28% en presque 20 ans. Pour se situer en 2019 à 88%, une progression considérable dans ce pays contrôlé à 80% par des groupes armés. Mais tout d'abord, la justice malienne a condamné ce vendredi 13 novembre 14 combattants djihadistes ainsi que leur chef Souleymane Keïta, arrêté en 2016. Ce dernier était présent à l'audience, tout comme deux autres accusés qui comparaissaient à ses côtés. Les 12 autres étaient absents et ont été condamnés par contumace. Tous ont été reconnus coupables de terrorisme, de détention d'armes de guerre et d'assassinat. Ils écopent de la peine capitale pour des opérations menées dans le sud du Mali, aux frontières du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire, qui avaient pour but d'installer une branche du groupe Ansar Dine dans cette zone. La Cour pénale internationale le place au rang de présumé financier du génocide de 1994. Le Rwandais Félicien Kabuga comparaissait pour la première fois à La Haye aux Pays-Bas le 11 novembre. Une comparution rendue possible grâce à son arrestation en France en mai 2020. Après 20 ans de cavale, la justice internationale lui reproche son rôle présumé dans le génocide de 1994, des allégations auxquelles il a répondu par le silence. Un sujet de la rédaction. Le Rwandais Félicien Kabuga plaide non coupable. C'est ce mercredi 11 novembre que l'ancien magnat du thé et du café a comparu devant le tribunal pénal international à La Haye pour la première fois. Il est poursuivi pour 5 chefs d'inculpation: génocide, incitation directe et publique à commettre le génocide et crime contre l'humanité. L'homme d'affaires, âgé aujourd'hui de 84 ans, ne reconnaît pas les crimes qui lui sont reprochés. Face à son mutisme, son avocat a demandé au juge de le considérer non coupable. Très bien, je vais inscrire un plaidoyer de non-culpabilité, conformément aux règles que vous suggérez. Le plan peut bien sûr être changé à tout moment. Après 25 ans de cavale, l'octogénaire a été arrêté le 16 mai 2020 à Asnières-sur-Seine en France. Dans les faits, il est accusé d'avoir utilisé la radio-télévision libre des Mille Collines, dont il était le président, pour diffuser des messages haineux afin de diviser les Hutus et les Tutsis, mais aussi d'avoir financé d'importantes quantités d'armes pour les milices Hutus entre 1993 et 1994. Par ses pouvoirs, Félicien Kabuga contrôlait le contenu des émissions de la RTLM et donnait des instructions. Incitait, concevait, encourageait, facilitait et ne prenait pas de mesures pour empêcher les émissions. Cette première comparution ne représente qu'une étape du procès, un procès qui ne devrait pas commencer avant plusieurs mois. Pour rappel, le conflit ethnique entre les Hutus et les Tutsis avait fait 800 000 morts, majoritairement des Tutsis selon l'ONU. Également dans l'actualité en Côte d'Ivoire, les partis d'opposition PDCI-RDA et FPI ont publié ce vendredi 13 novembre une déclaration conjointe 2 jours après la rencontre de l'ancien président Henri Konan Bédié et l'actuel chef de l'État Alassane Ouattara, dont la réélection à un 3e mandat est contestée. Le PDCI-RDA et le FPI ont décidé d'œuvrer ensemble pour la paix et le dialogue. Leurs leaders respectifs, qui sont Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo, ont préconisé l'entame d'un dialogue inclusif, indispensable selon eux pour apaiser le climat socio-politique tendu. Un apaisement qui passerait notamment par le retour des exilés politiques ou encore par la fin des poursuites judiciaires visant des opposants et des membres de la société civile. Au Sénégal,
Le budget 2021 de l'agriculture a connu une hausse de 12,41%, mais il reste tout de même en dessous de l'objectif défini par la déclaration de Maputo qui recommande de consacrer 10% du budget des pays africains à l'agriculture en vue d'assurer la sécurité alimentaire. Plus de détails avec Amenej. Au Sénégal, le ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural a déclaré avoir bénéficié d'une hausse de 12,41% pour son budget en 2021, s'élevant à 170 milliards 915 millions de francs CFA contre 152 milliards 44 millions pour l'exercice budgétaire en cours. Une hausse substantielle, même si le budget reste bien inférieur à l'objectif de la déclaration de Maputo de consacrer 10% à l'agriculture. L'objectif de la déclaration de Maputo est un objectif tout de même assez difficile à réaliser pour les pays africains où des secteurs aussi importants que l'éducation, la santé, l'énergie, etc., le transport sont dans de réelles difficultés avec des budgets très souvent aussi faibles. Mais force est de reconnaître que ces États aussi n'ont pas fait l'effort de mettre en place quand même une stratégie d'autosuffisance alimentaire pour atténuer le déficit chronique de la balance commerciale. En effet, le budget du ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural ne représente que 4,3% du budget global de 3 968,9 milliards en progression de 7%. Le projet pour 2021 a été examiné par les membres de la Commission des finances et du contrôle budgétaire de l'Assemblée nationale. Les pays africains en général et le Sénégal en particulier ont beaucoup dépensé d'argent qu'ils n'ont pas forcément ou qu'ils ont très peu parce que nous n'avons pas les budgets qu'ont les pays développés et même chez eux c'est dur. On a dépensé beaucoup d'argent pour pouvoir justement faire face à la pandémie et à ses conséquences. Peut-être que les partenaires techniques et financiers ont fait part du manque de disponibilité de moyens, de l'impossibilité qu'ils ont de pouvoir reconduire la même enveloppe qu'ils ont faite pour cette année 2020. Donc il n'est pas étonnant qu'on ne puisse pas atteindre ces objectifs de Maputo, mais en se disant quand même que le gouvernement a fait un effort. Parce qu'augmenter le budget de 12%, ce n'est pas rien. Les fonds prévus pour l'agriculture et les équipements agricoles sont structurés en 4 programmes budgétaires, dont la sécurisation de la base productive et le développement des infrastructures rurales pour un montant de 52 milliards 275 millions, soit 30,59% du budget. L'agriculture est un secteur qui représente 30% du PIB en Afrique, un secteur essentiellement constitué de petits producteurs. Ces derniers perçoivent pourtant moins de 2% du financement climatique, d'après le rapport publié le 11 novembre par le Fonds international de développement agricole, un montant moindre comparé à leur grande contribution auprès des populations. Un sujet de la rédaction. Leur contribution est vitale, mais leurs efforts sont peu récompensés. Les petits exploitants sont les grands oubliés du financement climatique. Selon le dernier rapport du Fonds international de développement agricole, les petits producteurs des pays en développement reçoivent seulement 1,7% de la part des finances publiques dépensées en faveur du climat, soit 10 milliards de dollars par an, sur les 500 milliards mis à disposition pour lutter contre les effets du changement climatique. Le financement climatique destiné aux petits agriculteurs se traduit par la production continue d'aliments nutritifs et abordables pour des communautés plus larges. Cela signifie que ce sont des investissements qui aident à éradiquer la faim, qui sont des investissements dans la paix, le bien-être et la stabilité dans le monde. En Afrique, les petits agriculteurs garantissent la sécurité alimentaire en produisant plus de 80% de la nourriture, mais leurs activités sont de plus en plus menacées par le changement climatique. Peu émetteurs de gaz à effet de serre, les petits exploitants sont les premières victimes de la dégradation des sols et du changement climatique. Honnêtement, ce temps changeant me fait vraiment peur. Le soleil est brûlant et les nuages passent rapidement. Début octobre 2020, le FIDA est devenu le premier fonds des Nations Unies à obtenir une note de crédit de AA+, octroyée par l'agence Fitch. Son objectif est désormais d'augmenter les revenus des petits exploitants d'au moins 20% d'ici à 2030. L'élevage contribue à plus de 50% au produit intérieur brut du Tchad, raison pour laquelle le pays s'est lancé en 2012 dans la transformation industrielle des ressources animales, une activité qui permet de diversifier l'économie dépendante des revenus pétroliers. Alors, où en sont ces unités de transformation? Éléments de réponse dans ce reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan, commentaire Nelly Claude Bessa.
Pour atténuer les effets de la chute des prix du pétrole sur son économie, le Tchad s'est engagé depuis quelques années dans le processus de la diversification économique. Le gouvernement a initié en 2012 le projet d'appui au développement des industries animales au Tchad pour moderniser la production et la transformation des produits d'élevage destinés à la consommation et à l'exportation. L'objectif est de valoriser à l'échelle industrielle les ressources animales du pays et faciliter les investissements étrangers. Les PADIAT totalisent une vingtaine de projets, dont 3 ont démarré. Il s'agit du projet de construction du complexe industriel d'exploitation de ruminants de Yarmaya, le projet de construction du complexe industriel laitier de Mandalia et le projet de complexe industriel des abattoirs de Logon-Lessial qui a été inauguré en février 2020 par le maréchal du Tchad. Bon, l'objectif du projet PADIAT est de faciliter l'accessibilité des produits issus de l'élevage aux marchés internationaux avec une plus-value pour l'économie nationale. Malgré la situation financière difficile liée à la crise économique, le pays a lancé plusieurs projets de transformation de ses ressources animales, dont le plus important est le complexe industriel des abattoirs du Logon, qui a une capacité de production de 20 000 tonnes de viande de carcasse par an, avec des unités de traitement, des sous-produits et une grande capacité de conservation et de stockage. Le projet d'appui au développement des industries animales de PADIAT, c'est un outil dont le ministère de l'élevage mis en place pour la modernisation du secteur de l'élevage. Donc je demanderai à tous les partenaires techniques et financiers vraiment d'accompagner ce projet pour l'industrialisation de ces secteurs. Pour rappel, le projet d'appui au développement des industries animales au Tchad est un ambitieux programme gouvernemental de développement économique qui coordonne une vingtaine de projets de création d'industries dans le secteur agropastoral et halieutique. Le pays se prépare ainsi à profiter des marchés africains dans le cadre de la zone de libre-échange continentale. Les progrès en la matière sont à saluer au Burkina Faso. Le taux de scolarisation au primaire est passé de 60% en 2000 à plus de 88% en 2019. Une hausse considérable dans ce pays où l'État ne parvient à contrôler que 20% du territoire national. Les explications de Corinne Kamse-Eoné. Au Burkina Faso, le taux de scolarisation primaire a suivi une courbe ascendante durant les 2 dernières décennies, passant de 60% en 2000 à plus de 88% en 2019. Cependant, l'achèvement du cursus secondaire n'est pas toujours garanti. Plusieurs facteurs, dont les violences terroristes dans les provinces du Sahel, favorisant le décrochage des élèves. En 2019, le taux de scolarisation au niveau secondaire était seulement de 21,6%. Aussi, la revalorisation de l'éducation est au cœur des projets de société portés par les 13 candidats lancés pour la présidentielle du 22 novembre. Si nous avons la confiance du peuple, nous allons engager immédiatement des assises avec les principaux acteurs du secteur pour nous trouver des solutions afin de repositionner notre système éducatif dans la mission qui doit être celle de conférer une formation qualifiante et plus valorisante à tous les apprenants. Un plan sectoriel de l'éducation pour la période 2017-2030 en œuvre tente de relever le niveau des formations. Il s'appuie notamment sur le partenariat mondial de l'éducation qui, depuis 2017, finance plusieurs projets éducatifs. Il est surtout question de proposer aux apprenants des programmes basés sur l'apprentissage plutôt que sur la simple transmission des connaissances, l'objectif final étant de rendre l'apprentissage pertinent pour le marché du travail. Il faut d'abord absolument réaffirmer la priorité qui est accordée à ce secteur. Cela passe par les moyens qui sont alloués. En termes budgétaires, nous passerons à 30%, au-delà de 20% prescrits par l'UNESCO. Deuxièmement, nous allons axer notre politique sur la mise en place des infrastructures de formation des filières professionnalisantes.
Les défis de l'éducation au Burkina Faso mettent aussi en lumière la nécessité de renouveler les infrastructures. Entre les écoles rasées par le terrorisme et le boom démographique, l'urgence de construire de nouvelles salles de classe et de développer l'apprentissage virtuel, notamment au supérieur, s'imposera aux futurs dirigeants du pays. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.